Je m'appelle Magdalena Dębińska et je suis professeure au département de sciences politiques et directrice académique du Centre d'études et de recherche internationale de l'Université de Montréal, le CERIAN. Je vais vous parler aujourd'hui de mon livre « La fabrique des États de facto, ni guerre ni paix », qui vient tout juste de paraître aux presses de l'Université de Montréal. Alors, la fabrique des États de facto, ni guerre ni paix, de quoi s'agit-il? Vous connaissez certainement des entités politiques telles que la Chypre du Nord, le Somaliland ou le Kurdistan. Ce sont tous des États de facto, des régions séparatistes qui s'autoproclament indépendantes de leur État central, qui possèdent des attributs étatiques, c'est-à-dire une capacité relative de fournir des services à la population sur le territoire revendiqué, mais qui ne sont pas reconnus comme États par la communauté internationale. Ce ne sont donc pas des États de jure, membres de l'Organisation des Nations Unies. Il existe une dizaine de ces entités dans le monde et une autre dizaine qui a disparu, soit parce que ces États de facto ont été réabsorbés par l'État-centre, comme la Tchétchénie en Russie par exemple, soit parce qu'ils ont accédé à la reconnaissance internationale, telle que le Soudan du Sud par exemple. Ces États de facto sont la plupart du temps résultat de guerres civiles, guerres remportées par les séparatistes, souvent aidés par un acteur externe, un patron, mais une guerre qui n'est pas résolue. Il y a un cessez-le-feu, mais pas de traité de paix. Ce sont des conflits qu'on appelle gelés sur le plan diplomatique. Les États de facto sont peu connus du monde et étudiés par une poignée de chercheurs, même si ce groupe s'élargit de plus en plus au gré des nouveaux conflits sécessionnistes, au gré des dégels des vieux conflits. Les États de facto s'invitent de temps en temps dans l'actualité. Par exemple, dans la foulée du conflit en Ukraine orientale, au Donbass, deux États de facto sont en devenir, le Luhansk et Donetsk, et sont médiatisés. Le dégel du conflit du Haut-Karabakh entre les Arméniens et les Azerbaïdjanais a fait la une des journaux pendant plusieurs semaines l'année passée, en 2020. Ainsi, ces conflits gelés, ces régions méconnues, sont bien souvent en fait au centre des luttes et des tensions géopolitiques dont l'importance stratégique ne peut pas être ignorée. La majorité des auteurs étudient alors le jeu des acteurs externes, la Russie, l'Europe, l'OTAN, la Turquie, ou encore des questions plus normatives et juridiques liées à l'autodétermination, la reconnaissance des États, la souveraineté. Moi, ce qui m'intéresse davantage, c'est le terrain, les dynamiques internes des États de facto. La question qui guide le propos de mon livre est: comment ces États de facto peuvent-ils survivre? Comment perdurent-ils dans le temps pendant des décennies alors qu'ils sont invisibles, isolés, avec peu de possibilités d'entrer en relation avec le monde extérieur? Ce sont des États fantômes. Donc, le livre, il est résultat de plusieurs années de recherche et d'échanges sur le terrain et entre les pairs. Mon terrain, à moi, ce sont les États de facto en Eurasie, en espace post-soviétique, et plus particulièrement, j'étudie la Transnistrie, de facto séparée de la Moldova, et l'Abkhazie, de facto séparée de la Géorgie depuis les conflits armés du début des années 90. L'argument principal de mon livre est que, au-delà des conjonctures géopolitiques importantes, l'édification des fonctions étatiques par les autorités de facto contribuent à leur pérennisation. Donc, suite au démantèlement de l'URSS et aux conflits armés, des processus que j'étudie dans le premier chapitre du livre, les autorités de facto s'emploient à développer une capacité économique et institutionnelle ainsi qu'une identité collective afin de gagner le soutien populaire, soit la légitimité interne, dont ils se servent ensuite pour justifier la reconnaissance internationale, soit la légitimité externe. Mon point est que, au fil du temps, les politiques de légitimation de la cause séparatiste et de l'État institutionnalisent ces entités et les ancrent dans l'imaginaire collectif. Je ne nie pas du tout le rôle des acteurs externes, dont celui des États patrons, ici la Russie, mais l'argument principal du livre lie la survie des États de facto
à un degré d'autonomie des acteurs locaux et au processus politique de légitimation interne. Et ce sont ces stratégies de légitimation interne qui structurent le livre. J'identifie 4 dimensions de cette légitimation, donc légitimation hégémonique, il s'agit donc des stratégies qui visent à assurer la sécurité et le bien-être économique et social à la population, légitimation institutionnelle, donc la capacité fonctionnelle des institutions sur l'ensemble du territoire et de la population, légitimation identitaire, stratégie donc politique visant le développement d'un sentiment d'appartenance, de solidarité, de cohésion sociale. Et finalement, la quatrième dimension, c'est la légitimation de l'État, qui est ce capital symbolique, soit la croyance populaire que l'État doit exister. Donc, chaque chapitre s'intéresse à une dimension de la légitimation interne, reconstruit le débat théorique qui lui est propre et le confronte ensuite à l'étude comparée de l'Abkhazie et de la Transnistrie. Cette décomposition de la légitimation interne me permet, dans le dernier chapitre, de parler de la légitimité interne relative des États de facto, en identifiant qu'est-ce qui est légitime, qu'est-ce qui n'est pas légitime aux yeux des populations qui sont visées par les politiques venant d'en haut des autorités de facto. Donc, outre l'explication de la longévité d'État de facto, mon objectif est ici aussi de remettre en question un ensemble d'idées reçues. Alors, premièrement, contrairement à la perspective juriste et légaliste, je soutiens que l'État est empirique, il est politique et sociologique. Deuxièmement, la séparation territoriale n'est pas nécessairement une stratégie ni même un objectif, mais plutôt une conséquence, souvent une conséquence d'une suite d'événements contingents. Troisièmement, bien que souvent ces conflits territoriaux ne sont pas ethniques à l'origine, mais ils sont plutôt ethnicisés lorsque l'ethnicité est mobilisée de manière discursive au cours d'une lutte politique pour le pouvoir. Quatrièmement, je mets l'accent sur les ajustements continus que ces États de facto apportent à leur politique interne, ce qui fait foi de leur dynamisme malgré le gel du conflit. Et finalement, la comparaison entre la Transnistrie et l'Abkhazie révèle les différences entre les États de facto et leur choix de politique et d'orientation, ce qui rend en fait avec l'image selon laquelle ils sont de simples marionnettes manipulées par un État patron, en l'occurrence la Russie. Bref, sans nier l'importance des facteurs géopolitiques, j'insiste sur la complémentarité des explications externes et internes et sur l'importance d'accorder un certain degré d'autonomie aux acteurs locaux. Les États de facto perdurent lorsque ces acteurs locaux sont capables de naviguer dans un environnement restreint tout en assurant un degré de légitimité démonique, institutionnelle et identitaire, donc lorsque la population appuie l'idée même de l'État ou du moins la séparation. Les États de facto ne forment pas une catégorie de cas homogènes, chacun d'eux se transforme dans le temps, leurs politiques varient, leurs aspirations fluctuent. Ils ne sont donc plus ce qu'ils étaient au lendemain de sécession de facto, ils sont dynamiques. Et pourquoi c'est important? Parce que les propositions mises sur la table de négociation pour trouver une résolution au conflit gelé dépendent de cette dynamique, de la socialisation et institutionnalisation qui a cours depuis des décennies et qui se poursuit. En conclusion, j'invite à faire des comparaisons dans le temps entre les États de facto existants et ceux disparus, et des comparaisons interrégionales qui sont rares dans la littérature. Mais bon, je vous souhaite bonne lecture. J'ai écrit ce livre en pensant au grand public, donc sans beaucoup de jargon disciplinaire. Vous pouvez même sauter les sections qui reconstituent les débats théoriques pour aller directement en Abkhazie et en Transnistrie, donc à l'empirie qui est parsemée d'entrevues et d'anecdotes du terrain. Si les destinations que j'explore sont fascinantes, elles ne font pas nécessairement rêver. Mais le livre, je vous assure, vous fera voyager. Alors, bonne lecture. Merci.